Romain Lebec, vous êtes directeur du développement du dispositif chez Citeo. En quoi ça consiste exactement ? Mais écoutez, je suis directeur du développement avant tout, et donc le rôle du directeur développement, c'est de trouver de nouvelles solutions et de favoriser leur mise en œuvre. Et le dispositif chez Citeo, ça veut dire le bac jaune, les camions de collecte et les centres de tri qui séparent les emballages et les papiers que les habitants ont triés au préalable pour les acheminer vers le recyclage. Alors justement, est-ce que vous pouvez brosser à grands traits la situation du tri en France ? Alors le tri en France, aujourd'hui, c'est quand même des scores qui sont... c'est une filière qui s'est mise en place il y a un peu plus de 25 ans, et avec des résultats qui sont plutôt satisfaisants. On est aujourd'hui à un taux de recyclage d'environ 70% des emballages, c'est 2 points de plus que l'année dernière. Et puis on recycle près de 59% des papiers. Et la somme des deux fait qu'on économise 1,6 million de tonnes de gaz à effet de serre et plusieurs milliards d'eau qui sont utilisés pour la fabrication du papier. Donc c'est une industrie qui est ancienne, qui progresse, simplement qui a aujourd'hui encore quelques marges de progrès, puisque on sait qu'aujourd'hui dans les villes notamment, on peine un peu à avoir des performances de tri qui sont à la hauteur. Les urbains trient moins bien que les ruraux. Et puis on sait aussi que il y a souvent, en France, c'est vécu comme ça, un sentiment de complexité. Je ne sais pas vous, mais voilà, plein de gens se disent « Oh là là, mais qu'est-ce que je peux trier ? Dans quel bac je le mets ?» etc. Et donc, on sait qu'on a là des gros sujets de progression qui nous mènent à travailler sur des plans d'action. Aujourd'hui, on a, par exemple, sur la simplification, aujourd'hui, on fait en sorte que la moitié des Français peuvent déjà trier tous les emballages plastiques, donc les bouteilles, les flacons, les barquettes, les films plastiques, etc. Donc une grosse simplification du geste. Et puis on a un plan d'action pour les villes de plusieurs dizaines de millions d'euros, 70 millions d'euros au total, pour investir dans les villes, pour densifier, rapprocher le dispositif et améliorer les performances. Alors justement, est-ce qu'il y a des cas inspirants, peut-être à l'étranger, peut-être tout simplement à côté de chez nous, d'amélioration qui, outre l'amélioration des comportements, qui est un travail en soi, ça est important, par la technologie, par la smartisation, qui permettent d'améliorer cette performance du tri ? Oui, alors on observe beaucoup ce qui se fait dans les pays qui nous entourent, et y compris par des territoires en France. Et aujourd'hui, on a tendance à se dire qu'on a à peu près 3 sujets qu'on aborde. Vraiment, le premier, c'est les lieux de tri. Le deuxième, qui est vraiment très partie intégrante de la Smart City, ce sont les objets connectés et l'arrivée des objets connectés dans ce métier. Et enfin, c'est tout ce qui a trait à la mobilisation et à la motivation des citoyens, parce qu'on sait que voilà, c'est quelque part le nerf de la guerre chez nous. On peut prévoir plein de choses. Si le citoyen n'est pas incité et ne fait pas son geste de tri, l'ensemble de la filière ne peut pas fonctionner. Alors, sur le premier sujet, sur les lieux de tri, on est très inspiré par ce qui se passe, notamment par exemple en Europe du Sud, où vous allez dans des villes comme à Barcelone ou à Bilbao, et vous trouvez une quantité vraiment très importante de points de tri sur l'espace public sous toutes leurs formes, c'est-à-dire des grands, des petits, pour tous les moments du parcours du quotidien, et avec une propreté des villes qui est assez bluffante. On a beaucoup progressé dans les villes comme Barcelone ou Bilbao. Et puis à Rotterdam, aux Pays-Bas, donc cette fois-ci on monte plus au nord, on a des pratiques qui sont assez originales, qui se mettent en place dans des locaux qui sont laissés vacants, par des commerces, parfois dans les cœurs de ville qui ont tendance à baisser en activité. Et bien, la ville réinvestit ces lieux pour créer des lieux de service orientés autour du recyclage, de la réutilisation, du réemploi, et on voit que clairement ça correspond à un besoin de service. Alors ces exemples-là, on essaie de les transposer en France. Et on a 2 exemples très présents. Par exemple, au pied de la rue, au pied de l'immeuble dans la rue, on trouve une station Trilib, qui est le nouveau modèle qu'a choisi la ville de Paris, qui est un projet ancien qu'on a initié avec la ville de Paris il y a plusieurs années, pour installer des stations de tri qui sont accessibles à tout le monde, partout en ville, y compris aux personnes à mobilité réduite, y compris aux touristes étrangers qui ne comprennent pas la langue et qui vont se retrouver dans les couleurs. Et ça fonctionne. Et sur les exemples des locaux, on a des villes comme Nice et Bordeaux aujourd'hui qui réinvestissent les centres-villes pour développer de nouveaux services autour de l'économie circulaire. Et clairement, aujourd'hui, c'est des sujets qui vont dans la bonne direction.
Alors justement, vous êtes l'un des grands animateurs de l'économie circulaire, en tout cas de la promotion de l'économie circulaire dans l'économie française. Comment vous travaillez ce sujet, notamment comment vous le travaillez avec les territoires? Alors avec les territoires, Citeo est partenaire de 700 collectivités locales, puisque Citeo est l'éco-organisme en charge de la responsabilité élargie du producteur. Donc il agit pour le compte des entreprises qui mettent sur le marché, mais avant tout il agit sur les territoires pour la réalisation. Donc avec ces 700 collectivités partenaires, on développe tout un tas de leviers d'optimisation qui sont, j'en disais un petit mot tout à l'heure, sur la question des objets connectés, sur la question de la fiscalité, par exemple la tarification incitative pour payer ses déchets en fonction de son geste de tri. Où on réfléchit aussi sur des expérimentations. Et cette idée d'expérimentation, elle est de plus en plus prégnante dans l'action de Citeo, puisque je vais vous donner un exemple, c'est qu'on Citeo travaille avec, je l'ai dit, avec les entreprises et les collectivités locales, mais aussi, par exemple, avec les opérateurs qui font la collecte, les fabricants de conteneurs, les startups qui développent des services, les services urbains, avec le monde associatif, avec le monde éducatif aussi. Et on a de plus en plus tendance, on l'a encore réalisé la semaine dernière pendant 3 jours à The Camp, qui est un lieu vraiment très en pointe sur tout ce qui est open innovation. On a réalisé une méthode d'Outank et on a emmené une trentaine d'acteurs de tous ordres, de tous les types que je viens de citer, pour leur dire, voilà, l'idée c'est de trouver des solutions pour la ville. Donc on va passer 3 jours ensemble et à la fin il va en sortir des solutions. Le truc vraiment très, très engageant et très innovant. On a cassé les codes, on a fait plein de choses, plein de méthodes de travail très différentes, avec 4 villes, puisqu'on avait Aix-en-Provence, Clermont-Ferrand, on avait une ville des Charentes-Maritimes, et puis on avait Amiens Métropole. Et avec ces acteurs-là, en 3 jours, on est passé de l'idée au prototype. On a fabriqué des prototypes le dernier jour. Ces prototypes vont être testés dans les villes dès le début de l'année 2020, pour voir si, oui ou non, ils répondent à un besoin usagé. Et clairement, c'est aujourd'hui, nous, une manière d'agir avec les territoires qu'on renouvelle de plus en plus. Pour aller chercher des idées auprès des citoyens. Il n'y a que eux qui peuvent nous dire leurs attentes de services et puis leur appréciation des services aujourd'hui. Ça, c'est clair. Et 2, pour tester, parce qu'on n'est pas à l'abri de ne pas avoir trouvé la bonne idée du premier coup. Et la seule manière de passer au révélateur, c'est de les mettre sur l'espace public, de voir si ça rencontre son public. Et du coup, en mode expérimental comme ça, avec les collectivités locales, on avance de plus en plus vite et on ouvre de plus en plus de possibilités et de sujets qu'on trouve, nous, de notre point de vue, très très enrichissantes. Et comme on ne peut rien faire seul, Citeo, on travaille avec l'ensemble des acteurs le plus possible, avec des méthodes le plus innovantes possible. Alors vous travaillez aussi avec les acteurs privés. Tout à fait. Notamment les producteurs de produits de grande consommation. Tout à fait. Est-ce que vous pensez que c'est complémentaire avec justement la démarche publique? Ça, c'est l'extraordinaire challenge de la naissance et de la vie de Citeo. C'est le législateur qui a confié aux metteurs en marché, donc les clients, les entreprises, la responsabilité de s'organiser pour travailler en partenariat avec les territoires. C'est ça la responsabilité élargie du producteur. Donc c'est dans l'ADN de Citeo d'arriver à concilier les deux. Mais ne nous cachons pas, aujourd'hui, les premières personnes intéressées au recyclage des emballages des produits qu'ils mettent sur le marché, ce sont nos clients, nos entreprises, qui sont très incités, d'une part financièrement, nous on les incite beaucoup. Vous pouvez me croire sur parole, incitation financière à avoir des taux de recyclage importants et des emballages recyclables est extrêmement forte. D'autre part, il y a une attente sociétale qui est gigantesque. Vous le voyez sur le plastique, mais on l'a aussi sur d'autres matériaux, sur le verre, etc. Il y a une attente sociétale qui monte et du coup des citoyens, des administrés qui sont très en demande de solutions, qui commencent à faire des vrais choix de consommation en fonction de la fin de vie du produit qu'ils vont laisser, de l'emballage qu'ils vont laisser. Et
certains pourront le voir comme une difficulté, c'est-à-dire des intérêts privés à travailler avec une collectivité qui organise le service public. Et moi, je crois là que c'est une originalité qui nous porte tous, c'est-à-dire que nous, on n'a pas le choix que de travailler ensemble et d'atteindre des objectifs. Donc, il faut être innovant dans les solutions, dans la nature des partenariats et dans la manière de les conduire tous ensemble, parce que la directive européenne arrive, des objectifs de la loi anti-gaspillage arrivent, on est engagé, on n'a pas le choix, les citoyens nous attendent, il nous faut y aller, quoi. Quels sont vos objectifs pour 2020 ? Alors, nos objectifs pour 2020, c'est de continuer. Je vous disais tout à l'heure, on a simplifié le geste de tri pour 50% de la population. C'est d'avoir encore plus d'habitants, peut-être 60% à la fin de 2020, qui ont un geste de tri simplifié. Deux, c'est d'avoir des centres de tri, des unités industrielles qui sont encore plus modernisées. On en a une trentaine qui vont se moderniser d'ici la fin de l'année 2020. C'est de gagner en taux de recyclage. On a passé les 70%, c'est de gagner peut-être encore 1 point ou 2 points l'année prochaine. Et puis, clairement, c'est aussi parce qu'on agit avec les territoires, comme je le disais. 2020, c'est une année électorale en France. On sait que nous, on travaille avec 700 collectivités locales. On sait que possiblement, il y aura du renouvellement. On arrive en début de mandat, en fait. Et on sait qu'en début de mandat, il peut se faire des projets très ambitieux, très transformants, j'ai envie de dire, pour aller vers plus d'économie circulaire dans les territoires, comme on a vu ces dernières années sur certains territoires un peu pilotes dont je vous parlais, comme Paris, Nice, Bordeaux, etc. Bon, une année 2020 très riche donc. Tout à fait. Merci Romain Lebègue. Mais merci Sandrine, à très bientôt.